C'est parti pour les 45 premières minutes de votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère général. Madame, Messieurs, votre émission qui est toujours et toujours présentée par votre humble serviteur, William Témoin, combattant de la liberté que je suis. Madame, Messieurs, 3 thématiques inscrites à l'ordre du jour de l'émission d'aujourd'hui. Tout au long de l'émission d'aujourd'hui, on parlera de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour amener la paix à l'Est? On en parlera tout au long de cette émission. Madame, Messieurs, tout au long de cette émission, on parlera également de cumul de fonctions en République démocratique du Congo. Est-ce que quelqu'un peut être en même temps ministre et en même temps député? On en parlera tout au long de cette émission. Si oui, sur base de quel principe juridique? On en parlera tout au long de cette émission. Et pour finir, on parlera également des élections du gouverneur dans la province du Lualaba. Quel est le profil qu'il faut aujourd'hui pour le développement et l'épanouissement de la province du Lualaba? Madame, Messieurs, sur ce, je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Mardoché Ntsele. Il est analyste politique, président de la Ligue des jeunes au sein du parti politique FIDEC, de Madame Fifi Masuka Saïd. Bonjour et bienvenue. Merci, madame, monsieur William, excusez. Alors, vous êtes monsieur Mardoché Ntsele. Si. Qu'est-ce que je manquais? D'abord, d'entrée des jeux, qu'est-ce que je n'ai pas pu dire au sujet de votre présentation? Qu'est-ce que je manquais à dire au sujet de votre présentation? Mardoché Ntsele, président national de la Ligue de jeunes FIDEC, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, le parti cher à l'excellence Fifi Masuka Saïni, le gouverneur de la province du Lualaba, et coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement, une association qui a pour objectif soutenir toutes les actions de la présidence et institutions qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le tribalisme et la corruption, mais surtout combattre les abus inhérents à l'exercice du pouvoir sur toute l'étendue de la République pour la promotion de valeurs et la renaissance d'une nouvelle souveraineté. Aujourd'hui, je suis personnalité politique, analyste politique, mais normalement, ma position, c'est que je suis de l'Union sacrée, je suis candidat député national dans la circonscription électorale de Luebo, dans la province du Kasaï. Malheureusement, je n'ai pas été proclamé par la CENI. Je suis ici, sur base de votre invitation, je pense que le reste, vous allez peut-être le découvrir. Mais là, je voudrais seulement m'identifier en tant que président de la Ligue des jeunes, du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne et proche aussi du gouverneur Fifi Masuka, parce que ceux qui me connaissent que je suis un commando au sein de la famille Masuka. Donc, je suis masochiste, je voudrais dire. En fait, avant de prendre le tout premier thématique de cette émission, j'aimerais tout d'abord savoir, jeune que vous êtes, quand avez-vous débuté de faire la politique et d'où vous est venue la motivation et l'idée de faire la politique? Normalement, vous savez, mon idéal était de devenir un chef. Donc ça, je me faisais des illusions. C'est parce que j'étais encore à l'école primaire. Je ne voulais pas qu'on domine sur moi. Bon, je vais prendre cet exemple un peu banal, mais important. Alors, ce comportement de ne pas subir des dominations, des injonctions, m'a amené normalement à avoir de la hauteur. Alors, je n'ai pas voulu devenir voyou, mais j'ai voulu étudier à travers les études sur une option qui pourra me donner un peu un caractère de supériorité, me permettre d'être à mesure de me démarquer, et surtout que je connaissais aussi les souches et la famille dans laquelle je suis sorti. Et il y a eu beaucoup de motivations qui ont fait en sorte que je commence d'abord à envier le droit. J'ai envié le droit, je suis allé faire le droit, je suis publiciste, j'ai fini en droit. Après cela, j'ai envie de devenir un ministre un jour, un dignitaire d'État. Et voilà, je devrais beaucoup travailler, je devrais beaucoup faire pour me faire remarquer, impacter positivement dans mon environnement, me faire remarquer que normalement j'ai des ambitions, que je suis en train de me nourrir, et j'avais besoin qu'on me tienne la main. Alors, vous savez, c'est un conseil aussi que je donne à beaucoup de jeunes qui sont encore chez eux à la maison. Vous voulez devenir grand, vous vous forgez une image idéale d'un certain monsieur responsable, politique, ministre, ceci, cela. Il y a de sacrifices à faire, il y a des disciplines à observer. Et c'est ainsi que je me suis lancé depuis le bas âge. Aujourd'hui, j'ai ressemblé à Mardoché Ntsele, que tout le monde connaît, mais je pense que nous ne sommes pas encore arrivés.
Le chemin est encore long, on travaille, mais les avancées significatives enregistrées depuis notre entrée en politique est très significative et c'est construit le socle de motivation pour moi-même et pour ceux qui sont dans mon école. Et je sais qu'il y aura encore beaucoup plus de choses qu'on va faire pour encore influencer des générations futures. S'il faut parler en termes de chiffres, d'abord je veux savoir combien d'années avez-vous déjà dans la vie politique et qu'est-ce que la politique vous a déjà donné d'important? Qu'avez-vous déjà gagné en politique? Bien sûr. Vous savez, moi j'ai commencé la politique, j'étais encore en 6e des humanités. Oui, 6e des humanités. Bon, je me rappelle depuis que je fus en 4e, je suivais l'Afrique numéro 1. J'étais celui qui donnait des informations aux gens, j'étais celui qui aidait les gens à comprendre comment est-ce que les institutions évoluent, et ainsi de suite. Mais la politique active, je l'ai commencé, c'était en 2009. En 2010, j'étais déjà là, j'ai soutenu Tshisekedi Lumumba à l'époque. Alors, c'est comme ça jusqu'à ce que j'ai pris mes positions. En 2014, j'ai créé mon association Nouvelle Génération pour le Changement. Et 2015, je me rappelle, 2015, oui, je me suis battu pour affronter ma position. J'ai défendu la NGC et j'ai ressemblé à ce que je suis aujourd'hui. Donc la politique m'a donné ce que j'avais. En termes de chiffres, vous avez combien d'années là-bas? Oui. En termes de chiffres, vous avez combien d'années? En politique Je totalise maintenant 12 ans. 12 ans? Oui, 13 ans en politique. Ok. Ouais. Parce que, en fait, si vous comprenez bien, vous avez entamé la phase pratique de la vie politique sous Kabila. Ah oui, chez Kabila, j'étais dans l'opposition. Sous Kabila, je m'opposais à Joseph Kabila, qui n'a jamais été modèle pour moi. Je pense pour les autres, si les gens vivent de la flatterie, moi, je n'ai pas trouvé des qualités copiées en Kabila. Parce que même le silence des Kabila, que les gens parlent de charisme, je pense que c'est un silence de culpabilité, de manque de connaissances. Là, ça n'engage Oui, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi parce que à l'école Kabila, peut-être je parlais de son père, Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais dans Kabila, fils, il n'y a rien, il y a du copier-coller. Il n'y a plus les mouboutistes, il n'y a plus les kabylistes. Il s'est formé un entourage qui devrait nourrir ses ambitions. Mais personnellement, je pense qu'un modèle pour moi, c'est Tshisekedi Lumumba, Patrice Emery Lumumba, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ils sont nombreux, mais ce sont les icônes sur qui nous basons pour copier quelques qualités et surtout pérenniser les équipes. Ouais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord, je veux savoir pourquoi les choix de Mme Fifi Masuka. Pourquoi avez-vous choisi le parti politique FIDEC? En fait, on dit qu'il y a tant de partis politiques en République démocratique du Congo, il y en a plus de 1000 aujourd'hui. Mais pourquoi le choix de FIDEC? Bon, pour parler de FIDEC, d'abord, il fallait parler de l'autorité morale. Celle qui a créé FIDEC, c'est Mme Masuka Saini. Pourquoi son choix? Bien sûr. Vous savez, le choix est motivé par la conviction, d'abord. Vous comprenez? Masuka, c'est l'incarnation de beaucoup de qualités, n'est-ce pas? Qui ne s'exprime pas par la parole, mais c'est une forme qu'on découvre dans le Parce que la plupart des politiques dans notre pays, nous avons connu des grandes personnalités politiques qui ont brillé par le mensonge, dont les personnalités ont été fabriquées par ces escroqueries médiatiques. Vous comprenez? Alors, vous voyez aux médias un homme important, les gens parlent de lui, les gens l'apprécient, mais lorsque vous essayez de montrer les détails, vous comprenez que il y a un flou dans le fond, il y a un flou dans leur vision. Mais lorsqu'il y a eu des guerres entre l'ex-gouverneur du Lualaba, Mouyej Manguez-Mons, et l'honorable Fifi Masuka Saini, j'ai essayé de scruter le problème, j'ai essayé d'aller dans le détail pour comprendre où se situe le problème. J'ai compris que Mme Masuka Saini était victime. Elle était victime d'acharnement et beaucoup d'autres choses. Et je me suis appuyé du côté de la vérité. Du côté de la vérité, c'est du côté de Fifi Masuka Saini, qui n'avait rien fait de mal. Alors, le plus grand péché aujourd'hui qui a fait de Masuka l'ennemi de beaucoup, c'est il avait choisi Félix Antoine Tshisekedi. À l'époque où tout le monde croyait que Tshisekedi était une marionnette. Et beaucoup de gens pensaient peut-être que Kabila pouvait donner des injonctions à Tshisekedi, mais le loi là-bas, personne n'avait confiance en Masuka. On croit peut-être qu'elle allait se limiter quelque part. Or, c'était les débuts de la délivrance de la province. Et au début, quand on a pris position pour Masuka, beaucoup se sont moqués de nous. Beaucoup se sont moqués de nous. Ils ont dit, voilà, vous avez étouffé votre carrière, avec Masuka, vous n'irez nulle part. Mais plus tard, tout le monde a compris que Masuka, c'était une femme providentielle et la personne qu'il fallait pour le développement de la province du Lualaba, dans un pouvoir de limite, un pouvoir d'intérim. Masuka a construit le Lualaba, il a stabilisé le social, et normalement s'est battu pour que les communautés qui chaque jour donnent toujours l'impression de vivre dans un climat
n'est-ce pas, des tribalismes. Alors, faire de Kologi une ville cosmopolite où tout le monde peut vivre. Alors, aujourd'hui, Kologi est devenu une havre de paix, c'est avec les efforts de Masuka Saini, sur l'ombre, n'est-ce pas, de Félix Antoine Tshisekedi, notre président. Donc, je suis fier de présenter Masuka comme ma marraine, celle qui me soutient, mon autorité morale, celle qui nous montre le chemin, parce que nous sommes les dirigeants de demain. Masuka aujourd'hui, c'est notre modèle qui nous prêche par exemple, et je donne ces conseils à beaucoup de dirigeants qui devraient normalement aller vers Masuka, chercher à découvrir le secret de sa triomphe. C'est gratuit, ces conseils. Et ça peut se faire dans d'autres provinces, les provinces où peut-être le développement pose un problème. Allez-y chercher les secrets chez votre sœur. Aujourd'hui, elle est devenue l'icône de la bonne gouvernance. Un modèle des femmes fortes de ce Congo, parce que c'est un leadership avec des caractéristiques ineffiables. Normalement, ce qui représente une avancée significative dans le chef de Masuka et un avantage pour le Lualaba qui aujourd'hui consomme leur développement et la métamorphose de la ville ou de la province du jour le jour. Donc le choix sur Masuka, c'était un choix judiciaire. Nous l'avons fait en connaissance de cause, c'est-à-dire à bon escient. Personne n'a des arguments ou des raisons de nous démotiver. Nous sommes hyper motivés et je suis content de voir que dans la famille Masuka, il y a ceux qui viennent chaque jour pour adhérer à sa vision. Et enfin, nous pouvons ensemble soutenir Félix Antoine Tshisekedi dans son combat. Et c'est là, c'est le succès de tous. Mardochine Salé, qu'est-ce qui est à la base de votre échec aux dernières élections? En fait, qu'est-ce qui est à la base de votre échec? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas réussi à faire adhérer la population dans votre vision et sur base de ça, la population n'a pas voulu vous faire confiance ou soit, qu'est-ce qui est à la base de votre échec? Bon, merci. Je vous parle de manière brève. À la base de mon échec, moi, je suis le candidat d'abord mieux connu dans ma circonscription électorale. Mieux connu? Mieux connu, mieux aimé. Et même quand je suis allé faire ma campagne, personne n'a fait campagne comme moi. J'ai fait une campagne qu'il fallait, avec beaucoup de respect envers mon électorat. Alors nous étions surpris du comportement de quelques candidats qui sont venus à quelques jours de vote, n'est-ce pas? Et qui ont conspiré avec les chefs de groupement et beaucoup d'autres personnes pour prendre en otage quelques sites de vote, les bureaux de vote. On a attrapé les autres avec des machines à voter, n'est-ce pas, dans leur domicile. Nous avons vu quelques bureaux être pris en otage. On a chassé nos témoins et nous étions des pacifistes. Nous ne sommes pas partis pour normalement faire la même chose. Alors nous, on était à la maison, on faisait confiance à la CENI. Alors il y a eu beaucoup de bavures. Vous avez suivi même. La CENI avait sanctionné autant d'autres. Et moi, j'étais en justice. J'ai introduit la requête. Alors, peu importe ce que moi j'avais reçu, je n'étais pas satisfait. Et je sais, même, il y a eu des réactions de la part de mes électeurs. Et cela n'est pas fini. Je sais, nous attendons que ce genre de comportement soit sanctionné par les juridictions compétentes. Et c'est comme ça. Les raisons, c'est que nous étions très préparés pour aller aux élections. Nous avons été votés, mais il y a les autres qui ont triché, n'est-ce pas, pour voler notre victoire. C'est ce qui s'est passé. Donc, bref, si je comprends bien, la tête de M. Mardochine dérangeait quelqu'un de la CENI. Beaucoup. Beaucoup d'élites. Oui. Ma présence, non, je ne vais pas citer les noms des gens. Ma présence menace beaucoup de gens. Même dans ma circonscription électorale, partout. Il faut toujours faire les choses autrement. Donc, je pense c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. Alors, débutons cette émission avec les élections du gouverneur dans la province du Lualaba. D'abord, je puis savoir, résident et habitant de la province que vous êtes, quel est le meilleur profil pour le nouveau gouverneur? C'est Masuka. Pourquoi? Oui, c'est Masuka. Jusqu'alors, honnêtement, sincèrement... Donc vous êtes de ceux qui estiment que Mme Masuka doit encore revenir à la tête de la province? Nous voulons encore que Masuka fasse encore même 10 ans à la tête du Lualaba. Pourquoi? Pour quel motif? D'accord. Vous savez, aujourd'hui, l'unique personne qui porte la délivrance totale, le développement du Lualaba, s'appelle Masuka Saini. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui spéculent aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas le gouverneur Masuka. Mais vous savez que c'est surtout une personnalité politique et beaucoup de gens le connaissent aujourd'hui. J'ai parlé de quelqu'un qui incarne beaucoup de qualités, mais qui ne s'exprime pas par la parole. Ce sont des qualités qu'on constate dans la gestion. Masuka Saini a trouvé la province du Lualaba à l'époque de gouverneur Mouyej. On appelle ça province pilote à l'époque de Mouyej, mais cette province participait au budget national à la hauteur de 4,9%, ce qui représente nos propres pour nos provinces, avec beaucoup de recettes comme le Lualaba.
Vous comprenez? Alors, la province du Lualaba a été réputée une province ethnico-tribale où il n'y a qu'une seule communauté qui pouvait avoir plus de 5 ministères. N'est-ce pas? Tandis que la province est composée avec beaucoup d'autres communautés qui ne se retrouvaient pas. Il y a eu de fluctuations partout. La province du Lualaba sous Mouyège, n'est-ce pas? Alors, les Kassaïens n'étaient pas le bienvenu. Il fallait changer de nom pour avoir de la place. Si vous allez demander du travail, il faut changer de nom, prendre le nom de la communauté de celui qui était gouverneur à l'époque. C'était des antivaleurs qui, autrefois, tout le monde cherchait à ce que ça prenne fin. Vous comprenez? Et cette province n'était pas construite, n'est-ce pas? Il y a eu des mascarades. Non, mais apparemment, la province était construite. Construite. Je suis mieux placé. Je ne sais pas pourquoi je viendrais développer des sentiments sur ce plateau. Les gens qui connaissent, ils m'appellent l'apôtre de vérité. Ce n'est pas pour embaucher de pain. Je connais les dossiers du Lualaba des zéros à aujourd'hui. Mais à ceux qui estiment que, en fait, Mme Mansouka, en fait, bienvenue qui a achevé quelques travaux que M. Mouyège avait débuté. Bon, je ne c'est ce qu'estime. Non. Ce que les gens disent, hein, peut-être ce sont des clients qui parlent de ça, les Lualabais connaissent. Ils ont leur version de fait. Ce que moi je voudrais vous dire, je ne veux pas tomber bas dans un débat de spéculation. Ce que les gens disent, Madame a trouvé. La province était quasiment par terre. Aujourd'hui, la regarde Colusi, n'est-ce pas? C'est Massouka Seydi. Et d'ailleurs, ce projet, c'était un projet catalyseur qui avait poussé Mouyège à détourner plus de 80% des financements de ce projet. Et Massouka a payé des dettes parce que la province devrait être redevable jusqu'en 2028. Massouka s'est battu avec le moyen de bord pour payer totalement, n'est-ce pas, le frais destiné à la construction de ce grand projet. Aujourd'hui, le projet est achevé. Nous avons un aéroport international réalisé aux conditions qu'il faut, n'est-ce pas, au Lualaba. Aujourd'hui, c'est une fierté. Vous avez vu le président public, n'est-ce pas, c'est prévaleur de cet aéroport parce que c'est lui qui a impacté à travers ses représentants, Mme Massouka. C'est un grand bijou. Et quand vous quittez l'aéroport, vous cherchez à aller vers, n'est-ce pas, joli site, vous allez voir qu'il y a, n'est-ce pas, un échangeur routier que Massouka a construit. Et aujourd'hui, c'est plus qu'à la fin, c'est un bijou. Vous comprenez? Donc Massouka, elle construit. Regarde l'urbanisme sur la ville de Colusi. Les routes à des agricoles, quand vous quittez la route qui mène vers Dilolo, cette route est construite, c'est avec Massouka. Il y a de l'anticipation dans beaucoup de domaines. Alors, rentrons ici sur la situation sociale. La province ici, c'est une province qui, les gens souffraient. Il n'y avait même pas d'avenue, il n'y a même pas de l'eau potable, des coupures intempestives du courant. Parce que si vous avez suivi la province où on volait trop de câbles électriques, c'était là-bas, n'est-ce pas? On a mis fin à l'insécurité. Aujourd'hui, les gens vivent en paix, il y a la sécurité sociale. Et puis, là, il y a aussi la tranquillité publique. Massouka aujourd'hui a construit le Lualaba. Le Lualaba aujourd'hui, c'est un grand chantier. Donc, je peux vous dire que si je me mets à citer le nombre de réalisations que Massouka a faites, c'est beaucoup. Cette province était redevable à la hauteur de centaines de millions de dollars, n'est-ce pas? Un gouverneur sous un pouvoir de limite essaye quand même de régler la situation et paye presque toutes ses dettes. Le Lualaba aujourd'hui est devenu une province exemplaire en termes de gestion où il n'y a pas de dette, il n'y a pas de détournement. Un gouverneur qui est prêt à travailler en collaboration avec, n'est-ce pas, l'inspection générale des finances, ce n'est pas donné à tout le monde. Les voleurs ont toujours des attitudes à repousser les inspecteurs des finances qui viennent, n'est-ce pas, encadrer la gestion des finances. Donc, bref, le Lualaba, c'est un modèle à tous les niveaux et Massouka en a pour hauteur élevée. Et elle a fait ce qu'elle a fait, ça entre dans l'actif du président public Félix Tshisekedi. Et elle est bonne élève parce qu'elle demeure loyale, fidèle à la vision du président public. C'est pourquoi le Lualaba réclame qu'il y ait une continuité, la consolidation des acquis pour que Massouka nous laisse cette province assez avancée en développement et aussi travailler le mental de notre population pour que celui ou celle qui viendra après Massouka trouve le chemin déjà balisé. C'est ça ce que nous voulons. Nous n'avons pas dit que Massouka est l'éternel, mais dès lors que Massouka porte la vision et qu'elle est proche du président public. Et elle ne sait pas pourquoi le travail évolue bien pour le compte de notre peuple. C'est ça même l'objectif du pouvoir public. Je pense que ça ne dérange personne. Les gens peuvent mettre leur point de vue, nous sommes en démocratie, mais cela ne me dérange pas que je dise que Massouka c'est la meilleure gouverneure que le Lualaba n'a jamais connue. Alors, d'abord, je peux savoir, en parlant des candidats, qui se sont déjà, de personnes qui sont déjà prononcées déjà, pour la province du Lualaba, d'abord, je peux savoir, pouvez-vous faire une analyse en ce qui concerne la personne de Mme Fifi Massouka et la personne de Mme Isabelle Kibassa? Ah non. Madame Isabelle Kibassa et Fifi Massouka, il n'y a pas photo. Oh, photo. Il n'y a pas photo comme vous. Oui. Comment? Il n'y a pas photo. Madame Kibassa, c'est la belle-sœur du président de la République. Elle est l'épouse de l'un des grands frères du chef de l'État. Nous avons beaucoup de respect pour eux. Vous savez, on ne peut pas comparer leur réalité familiale, n'est-ce pas, à la gestion de la chose publique. Ici, c'est une question du travail, des capacités, des qualités et du poids politique.
pour être respectée, il faut avoir du poids politique. Madame Kibasa n'a jamais créé un parti politique, elle a hérité un parti familial de son frère qui n'a même pas 2 députés provinciaux. Vous comprenez? Tandis que Masuka, c'est une meilleure gestionnaire, plébiscitaire meilleure, même pas le président public, même pas la famille du président. Là, c'est sur le plan biologique. Alors, maintenant, sur le plan politique, toutes les familles politiques du chef de l'État, l'Union sacrée en général, même le partenaire, elles connaissent que Masuka, c'est une femme de l'impossible. Elle a développé par rapport à Madame Kibasa. Madame Kibasa, normalement, si elle a des ambitions politiques, elle veut devenir gouverneur du Lualaba. C'est son rôle le plus légitime. Mais elle va le devenir comment? Parce qu'elle n'est pas élue députée, qu'il soit provincial ou national. Et là, leur parti politique n'a pas de député. Ce n'est pas parce qu'elle est belle-sœur du chef de l'État qu'elle va pourtant devenir gouverneur. Non, non. Parce que ce sont les députés des FIFI qui sont majoritaires. Donc Masuka Sayini a 9 députés provinciaux au Lualaba. Elle est suivie de l'ensemble pour la République avec plus de 7 députés. Ensuite, c'est l'UDPS qui a 3. Alors Masuka, elle est là. Elle serait, qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est elle qui serait En parlant de Mme Adèle Kaïnda, vous ne voyez pas non, que... Non, 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 en fait, non, c'est la dame, en fait, vous ne voyez pas que par rapport en fait, à son poids politique, la dame fait peur à Mme Fifi Masuka. Non, 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 non. Moi je ne veux pas entrer dans des débats d'enfants. Oh, vous savez, parler de Mme Kaïnda comme si c'était un sujet utile ici, non, excusez-moi. Mme Kaïnda elle-même n'est pas élue députée provinciale. Elle n'a même pas eu 1500 voix. Madame Kaïnda, moi je l'ai dépassé, moi j'ai eu 6773 voix. Oui, Madame Kaïnda a eu moins de 1500 voix. Elle n'est pas élue députée provinciale ni nationale. Madame Kaïnda, dans son gros groupement politique, elle n'a pas atteint le seuil d'éligibilité. Vous comprenez? Mais on va faire un débat avec des personnes pareilles. Elle est partie en campagne, elle n'a même pas porté la photo du chef de l'État parce qu'elle avait peur d'aller défendre Fachi dans sa circonscription électorale. Elle était candidate, elle a vu Masuka abandonner sa circonscription électorale qui était Koulouzi. Elle est partie jusqu'à Gilolo, partout dans le territoire, pour prêcher Fachi. Je vous rappelle ici qu'en 2011, Etienne Tshisekedi, le sphinx de l'humanité, avait obtenu 0,6% aux élections. En 2018, Fachi Beton a reçu 0,5%. Mais en 2023, Fachi trouve 20%. Le travail d'une seule personne, dans 3 ans, elle est gouverneur intérimaire. Tandis que tout son entourage de l'Union sacrée de la nation ont tourné le doigt Fachi Beton pour aller prêcher Katumbi. Vous allez dire que les gens là, Isabelle Kibasa, nous allons les comparer avec Fifi. C'est une insulte. Moi je dis, j'ai beaucoup d'estime pour les 2 dames. Elles débutent la politique, ils politique. Non, mais en fait, ce sont des dames. Alors, les comparer à Fifi, non, non, non. Il n'y a pas photo. Fifi, elle est là-bas. Et elles sont comme ça. Oui, oui. Ça, c'est une évidence, ce n'est pas une insulte. J'ai dit, Madame Isabelle Nitete, qu'elle est belle-sœur du chef de l'État. Qui pouvait parler d'Isabelle Kibasa? Personne. On va parler d'elle. Pourquoi? C'est impossible parce qu'il s'agit de la politique congolaise. Il faut être dans l'actualité, vous avez du poids politique et vous contribuez au développement du pays à travers des actions impact visibles. Masuka est là, elle-même, sans dire un mot, elle exprime quelque chose. Masuka, le nom de Masuka coule de l'encre. Les gens parlent de Masuka. En la voyant seulement, vous avez un argumentaire. Madame Isabelle Kibasa, Madame Kaïnda, en tout cas c'est un débat de caniveau, on ne peut pas parler de ça. Alors prochainement, moi je pense que les amis qui vont m'inviter sur le plateau, arrêtez de comparer Masuka avec ces 2 sœurs. Elles sont encore en train de faire un travail, ils ont beaucoup à apprendre. Mais ce sont des porteurs en fait de petites visions, pourquoi pas parler d'eux? On peut parler d'eux, bien sûr. Parce que ce sont des preneurs en fait de belles visions. En fait, qui peut aussi convaincre les députés provinciaux. Il ne faut pas prendre de gros mots sans contenu. Belle vision, cette vision se caractérise par quoi? La vision qui n'a pas de caractéristiques. La vision de Masuka est ineffiable. Ça ne peut pas s'exprimer par la parole. Masuka s'est battue d'abord pour la cohabitation Kasai-Katangé. C'est elle, la seule gouverneure, sur beaucoup de gouverneurs qui ont participé au dialogue interprovincial, n'est-ce pas, à travailler pour que le Kasaïen vive en harmonie avec. C'était quelque chose de très important parce que c'est l'un des problèmes majeurs au Katanga. Vous comprenez? Masuka, c'est l'unique gouverneur dans le Katanga qui travaille avec le Kasaïen, même dans le statut le plus restreint, les Kasaïens sont là. Mon exemple, je suis avec Masuka, n'est-ce pas? Alors, vous allez voir que nous sommes très fiers de lui. Et puis, 2, Masuka n'est pas tribaliste. Vous comprenez? Masuka, c'est une mère qui a besoin de nous épanouir et elle nous inculque des valeurs pour que demain nous ressemblions à des personnes importantes qui peuvent sauver le pays. Vous voyez? Donc il y a une différence entre toute personne est libre de faire la politique. La comparaison n'est pas la raison. Masuka, c'est une femme exceptionnelle qui mérite le respect et la sécurité. Aujourd'hui, tout le monde peut la prendre comme un modèle de la bonne gouvernance. Si quelqu'un veut y avoir une image
de la gestion drastique et orthodoxe, copier les exemples de Masuka. C'est gratuit, ce sont des acquis. C'est pourquoi autrefois sur Télé 50, j'ai dit que le masukisme aujourd'hui est devenu un mode de gestion que tout le monde de bonne foi devrait copier pour arranger sa façon de faire. Toute la province réclame Masuka comme gouverneur dans leurs circonscriptions respectives. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce qui se passe au là-bas. Masuka n'est pas éternel à la tête du là-bas. Un jour, elle partira. Mais elle va nous laisser sur les sièges de fonctionnement. Qu'est-ce que la dame a oublié de faire dans la province? En fait, qu'est-ce que Masuka n'a pas pu, n'a pas pu réaliser ou n'a pas pu faire pendant qu'elle était gouverneur, en fait, qu'elle compte encore faire? Très bien. Sa volonté ineffiable manifeste de développer le là-bas dans l'ombre de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi qui manquait à l'époque de Mouyej. N'est-ce pas? Parce que cette population du là-bas a été empoisonnée avec des messages diaboliques, incendiaires, pour s'en prendre au président public, le fait passer de quelqu'un qui n'a pas la volonté d'aider le là-bas. Vous comprenez? C'est à travers Masuka que tout le monde a découvert que Fachi, c'était une personne de bien sur qui nous pouvons compter. Voilà, c'est avec Fachi que le là-bas faisait développer. Masuka a promis et c'était une évidence. Quand les gens sont entrés dans la pratique, ils ont observé le comportement de Masuka, ils ont senti la présence de Félix Antoine Tshisekedi dans leurs actions. Ça, c'est très important. 2, il faut respecter le peuple. Et respecter le peuple, c'est à comprendre les désidérata. Voir dans quelle mesure on peut prendre le programme d'action, l'adapter aux besoins du peuple pour que cela trouve des résultats escomptés. Alors c'est pourquoi Masuka a recouru plusieurs fois à la modification du programme d'action pour les adapter aux besoins de l'heure. C'est pourquoi autrefois la population a respiré. Même des groupuscules d'opposition qui s'adressaient contre la vision chef de l'État à travers ce que Masuka faisait. Plus tard, ils ont compris que Masuka avait raison. Mieux vaut s'approcher, comprendre et soutenir. Et beaucoup ont parlé le même langage. Vous comprenez? À la différence de la tribalisation des institutions, à la différence de la stigmatisation et cette sélection diabolique qui se faisait entre autorités, il fallait choisir celui-ci, il fallait prendre celui-ci, ça divisait les communautés. Aujourd'hui, tout le monde est autour de Masuka pour célébrer la vision chef de l'État, la soutenir. Alors, les personnes comme ça, nous n'avons pas besoin de le perdre. Nous voulons que les gens comme ça existent et règnent pour que ça nous serve de leçon. Cela influence aussi même notre façon de réfléchir. Masuka, c'est une personne qu'il faut à la place qu'il faut. C'est telle est la volonté du président public, Félix Tshisekedi. Nous voulons que les Masuka soient nombreux. Nous voulons que les Masuka soient au Congo central, à Kinshasa. Pourquoi pas dans le nord Kivu, sud Kivu. Masuka compatible avec les sinistrés de Goma. Masuka a construit plus de 150 maisons. Il a donné même la place où dormir à Goma. Elle est devenue une star planétaire. Tout le monde a compris qu'il y a une dame qui a compati avec ses frères de l'Est. Donc nous continuons toujours à compatir avec eux. Masuka, c'est un patrimoine national. C'est une bonne élève de Félix Antoine Tshisekedi, n'est-ce pas? Parce qu'elle compte sur sa loyauté, elle s'est engagée dans la vision de Félix Tshisekedi à bon escient. Des personnes comme ça, nous avons besoin d'eux. Ce sont des écoles. Nous avons besoin de consolider leurs acquis pour que les générations futures copient le masochisme comme un mode de gestion. Ce n'est pas une insulte. Et comme nous sommes en démocratie, chaque personne ne peut pas émettre le même point de vue que moi. Je sais que chaque personne peut aussi développer ses sentiments. Il peut être quelqu'un de tel, quelqu'un de tel. Alors je pense que les critiques, ce sont des sanctions. Ce que Masuka a fait, elle a fait, c'est à la différence de ce qui a été fait. Ça marquait la différence et elle s'est démarquée. Elle peut encore faire plus que, parce que c'est pour la première fois qu'elle serait élue gouverneur full au doigt là-bas. Elle va faire un travail ensemble avec la famille. Les besoins se présentent. La population peut présenter des besoins à tout moment. Elle va adapter le programme de 2024, n'est-ce pas, du chef de l'État, pour que cela s'adapte aux désirs de notre population. Ensemble avec les institutions, nous voulons une collaboration interinstitutionnelle là-bas pour que Fachi réussisse encore plus. Et c'est là aussi, j'interpelle des gouverneurs des autres provinces, ils peuvent faire pareil chez eux, c'est très très important. Voilà, mission pour cette émission avec M. Mardochée Ntzel. Je rappelle que le président de la Ligue des Jeunes au sein du parti politique FIDEC du président, parti cher à Madame Fifi Masuka Saïdi. En fait, mesdames et messieurs, Saïni. Saïni? Oui. Ok, Saïni. Madame et messieurs, prenons à présent le deuxième thématique de cette émission. Ça consiste donc au cumul de fonctions. Est-ce qu'on peut être en même temps député, en même temps ministre? Est-ce qu'on peut exécuter en même moment de fonctions peut-être de la législative, la fonction exécutive? Est-ce que c'est possible? Est-ce que la loi le permet? Quel est l'argument juridique qui justifie tout cela? En quoi est-ce que ce n'est pas une manière de violer la Constitution? En fait, M. Mardochée Ntzel, en parlant de cette thématique, d'abord je puis savoir, vous n'êtes pas de ceux qui estiment que la Constitution a été violée cette fois-ci?
Et la Constitution a été Donc, violée. en fait, d'autres nous parlent de l'article 108 de la Constitution. 108? Oui, oui. Vas-y. Vous dites? Vas-y, l'article 108. Non, en fait, l'article 108 de la Constitution est presque clair en disant ceci. L'article 108 de la Constitution pose juste les conditions en fait, de l'éligibilité et d'inéligibilité par rapport aux fonctions législatives et exécutives. Je lis l'article. Ok. L'article 108 de la Constitution. Je m'excuse. L'article 108 de la Constitution. Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa. Article 108 de la Constitution. Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec le mandat ou, en fait, avec les fonctions ou les mandats suivants. Deuxième alinéa. Membre du gouvernement. 2. Membre des institutions d'appui à la démocratie. CENI, FEFAC et autres. 3. Membres des forces armées. 4. Magistrats. 5. Membres de carrière des services publics. Je m'arrête par là. Vous ne voyez pas que l'article 5 de la Constitution a été violé? Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est clair. Vous savez qu'il y a des ministres qui ont déposé leur démission, n'est-ce pas? Parce que normalement, ils devraient se conformer à ces dispositions. Vous êtes membre du gouvernement, n'est-ce pas? Vous êtes allé aux élections. Vous êtes élu député national, n'est-ce pas? Et lorsque l'incompatibilité vous frappe, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on procède par la validation de mandat, n'est-ce pas? On valide votre mandat. Si vous êtes ministre, vous faites quoi? Vous déposez votre démission. Et les ministres... Apparemment, ça n'a pas été le cas. S'il vous plaît. Allez. Les ministres ont déposé des démissions, oui ou non? Il n'y a que 3 ministres. Ah, d'accord. Il y a des ministres qui ont déposé leur démission. Très bien. Il n'y a que 3 ministres. Même le Premier ministre? Les ministres ont déposé, mais dans les contextes actuels, n'est-ce pas? Lorsqu'on procède par le transfert des affaires courantes, il faut comprendre la nécessité, les contextes dans lesquels cela se déroule. C'est dans quelques jours où le formateur du gouvernement, n'est-ce pas, est nommé. Et on va bientôt nommer un Premier ministre, ok, au nom du principe de la continuité de l'État. Les besoins sont très urgents. Il s'avère que, vrai important, que les attributions de quelques ministres soient réduites, n'est-ce pas, pour permettre au formateur du gouvernement de faire rapidement son travail et faire nommer un Premier ministre. La petite échéance qui reste, n'est-ce pas? C'est une petite échéance parce que dans quelques jours, dans quelques semaines, le Premier ministre sera nommé. Moi, je trouve que la Constitution n'est pas du tout violée. Parce que nous sommes dans un processus de nomination d'un Premier ministre. Monsieur, quel est l'élément juridique qui atteste que vous êtes dans la véracité? Bon, je suis toujours dans la même disposition. Il faut maintenant savoir, est-ce que tous les ministres qui sont élus députés, oui ou non? Oui. Est-ce que leur mandat a été validé? Non. Peut-être il y a eu des ministres qui ont refusé de ne pas siéger, n'est-ce pas? Qui ont laissé leurs suppléants siéger à leur place. Et la plupart des ministres ont fait cela. Sur base de la parole du président de la République? Pas sur base de la parole. Mais apparemment, c'est ça. Sans quelqu'un renonce individuellement. C'est légal aussi. Les cas de qui, par exemple? Bien sûr, il dit ceci. Je renonce au mandat, excusez-moi, de la députation. Et c'est simplement suppléant qui le remplace. Il soumet son dossier à la commission ECOFIN. Et si il est validé, c'est lui qui va siéger comme député. Et le ministre peut continuer à faire son travail. Ce n'est pas une illégalité. Vous comprenez? Et là, je vais encore dire autre chose. Si quelqu'un est élu député national, n'est-ce pas? Il va encore postuler, n'est-ce pas? Comme sénateur. Et qu'il est élu sénateur, n'est-ce pas? Il va laisser le siège de l'Assemblée nationale à quelqu'un. Il ne va pas cumuler, c'est ça le problème. Non, le cumul, c'est ça le problème. Est-ce que vous savez ce que c'est cumul de fonctions? C'est en même temps tu es sénateur, en même temps tu es député. C'est ça ce qu'on appelle cumul. Mais lorsque quelqu'un abandonne le mandat dans la chambre basse, il va dans la chambre haute, n'est-ce pas? Ce n'est pas des cumuls de fonctions parce que les gens utilisent mal les terminologies. Quelqu'un est député, il démissionne, il dit non, moi je laisse à mon suppléant, je reste ministre. Il n'y a pas de cumul. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas de cumul? Les cumuls, en même temps tu es ministre en fonction, en même temps tu es député en fonction, en même temps tu es sénateur. C'est ce qu'on appelle cumul de fonctions. Vous êtes en même temps le tout au même moment. Et lorsque vous abandonnez l'autre, la loi vous donne la possibilité, ce n'est pas pour embaucher de pain que vous avez des députés en réserve qu'on appelle des suppléants. Vous comprenez? Alors lorsque vous renoncez au mandat de la députation, c'est votre premier suppléant qui vous remplace. Vous devenez un homme libre. Vous comprenez? Alors, vous postulez comme sénateur, vous êtes élu, on vous nomme ministre, vous abandonnez le Sénat. C'est quelqu'un d'autre qui vous remplace.
C'est comme ça, la loi a donné toutes ces chances, toutes voies, c'est légal. Alors comme les gens peuvent chanter des communs de mortels, comprendre les choses de leur façon, ils peuvent comprendre les dispositions constitutionnelles sont volées. Non, je ne pense pas que les constitutions sont volées. Le travail s'est fait très bien. Ceux qui ont des mandats, qui acceptent de rester des députés, ils ont démissionné comme ministres. Ceux qui n'ont pas voulu, n'est-ce pas, rester comme députés, ils ont laissé leurs suppléants siéger à leur place comme des députés et on conserve leur siège comme ministre. C'est vice-versa. Avant de prendre le tout point, avant de faire cette émission, avant de prendre les tout dernières thématiques de cette émission, d'abord je veux savoir, comment trouvez-vous l'homme Tshisekedi? Un homme plaintif, un violeur de la Constitution, ou un homme qu'il faut pour le développement de la RDC? Comment trouvez-vous l'homme? Bon, je pense que c'est une bonne question, ça devrait être motivé avec des exemples. Violeur des constitutions par rapport à quoi? Et d'ailleurs, pourquoi Tshisekedi doit être cité dans tout? Quand il y a ceci, c'est Tshisekedi. Quand il y a là-bas, c'est Tshisekedi. Est-ce que tous les gens là qui se font passer pour des analystes politiques, il faut comprendre qu'il y a une grande théorie de la séparation du pouvoir. N'est-ce pas? Nous avons le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Okay? En dehors de ça, il faut comprendre comment est-ce que les institutions sont organisées. Les attributions de tout un chacun. Alors, vous ne pouvez pas prendre les responsabilités d'une institution, la mettre sur les épaules du président public. Parce que le président public ne peut pas manipuler l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Il ne peut pas manipuler le pouvoir judiciaire. Ce sont les trois pouvoirs différents qui sont appelés à collaborer. Et lorsque les gens disent qu'ils violent la Constitution, c'est en fonction de quoi qu'il a volé cette Constitution. Moi, je trouve que c'est vague. Chef de l'État, c'est un bon exemple. Parce que dans toutes ses adresses, il a dit « Je respecterai la Constitution », il l'a respectée. Son premier mandat est passé, Tshisekedi a dit « J'organise les élections dans le délai ». Il les a organisées. Vous comprenez? Je pourrais faire ceci, la liberté de la presse. Il l'a faite. Tshisekedi a promis beaucoup de choses qu'il respecte. Il est insulté par les gens, même à l'époque de Kabila, les gens ne le faisaient pas. Il y a des journalistes, même avec la casquette des journalistes, insultent le président public. Il y a beaucoup de choses. Pour vous dire que le chef de l'État ne donne pas l'impression de quelqu'un qui va violer la Constitution. Les gens disent des choses comme ça vient d'eux. Mais en soi, je ne trouve pas que c'est vraiment un bon sujet sur lequel on peut compter. S'il y a quelque chose que le chef de l'État a fait en rapport avec la violation de la Constitution, peut-être qu'on pouvait débattre, développer les idées de manière juridique, mais de manière vague, comme ça, je ne saurais pas répondre parce que je n'ai pas vu là où Tshisekedi se comportait comme un violeur de la Constitution. Depuis qu'il est président. Depuis qu'il est à la tête du pays. Bien sûr. Madame, ici, prenons à présent les toutes dernières thématiques de cette émission. Ça consiste donc à la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, la République démocratique du Congo mérite quel médicament pour son rétablissement? La République démocratique du Congo mérite quel médicament fait pour que le pays soit totalement guéri? Que faudrait-il faire aujourd'hui pour amener la paix, pour instaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Madame, ici, je rappelle que cherchez pour vous aujourd'hui, Monsieur Mardoché, c'est l'invité spécial de l'émission Le Congo, la section d'aujourd'hui. C'est avec nous que nous poursuivons cette émission qui tombe déjà à sa fin. Monsieur Mardoché, en parlant de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, comment est-ce que vous êtes patriote? Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour amener la paix à l'Est? Merci. Je voudrais, avant de répondre à la question, adresser mes compassions à tous nos frères qui souffrent à l'Est de la République, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, nous sommes ensemble. Je sais que nous avons enregistré beaucoup de morts à l'Est de la République. Lorsque nous utilisons l'empathie, nous nous mettons à la place de nos frères qui pleurent chaque jour, qui ont perdu les leurs, alors je sais que ça fait très mal. Les Français disent mieux vaut s'attaquer à la cause qu'aux symptômes, n'est-ce pas? Il faut chercher à connaître le problème qui cause l'insécurité à l'est de la République. Vous êtes malade, mais identifiez les causes de la maladie. Maintenant, vous allez adapter, n'est-ce pas, un traitement qui va guérir le plus vite possible. C'est pour la première fois depuis que les conflits, ou soit là, le climat, n'est-ce pas, d'insécurité permanente et récurrente, se fait remarquer à l'est de la République. Mais aujourd'hui, nous avons réalisé qu'avec la volonté manifeste du président public, la pression des Congolais et ses démarches diplomatiques ont abouti, n'est-ce pas, à un résultat très très important parce que nous avons commencé par identifier, à travers beaucoup de rapports de la communauté internationale, des organismes humanitaires,
n'est-ce pas, qui atteste que c'est le Rwandais qui nous attaque. Il y a eu beaucoup de preuves. C'était une avancée très très significative parce que nous avons connu le vrai agresseur de Congolais depuis la nuit de temps. Parce que nous pouvons parler comme ça que le Rwanda nous attaque, mais lorsque vous n'avez pas de preuves, vous ne pouvez pas l'accuser. Mais le Rwanda n'a jamais accepté toutes ces affirmations. Non, c'est pas un toutes ces problème. allégations. C'est pas un problème, le Rwanda joue à ça, mais je voudrais seulement vous dire que c'est pour la première fois, avec l'implication de Félix Tshisekedi, la communauté internationale et beaucoup d'autres pays reconnaissent que c'est le Rwanda qui se cache derrière le M23. Voilà de preuves sur notre sol. Apparemment, c'est un problème. Les indices militaires, ainsi de suite. Deux, essayez de comprendre que Kabila Mouzé, Kabila le père, Kabila le fils, ce sont eux aussi qui ont permis à ce que ce genre de choses puissent, n'est-ce pas, continuer à se faire dans notre pays, avec d'abord les quelques dispositions constitutionnelles diaboliques, comme l'article 213, 217, excusez-moi, de notre constitution, qui dit que la République démocratique du Congo peut céder une portion de sa souveraineté à un autre État pour l'unité africaine. Vous comprenez? Mais il y a beaucoup de choses qui étaient institutionnalisées sur base de la pression de la communauté internationale à travers des mouvements rebelles, où chaque fois, n'est-ce pas, les rebelles du M23 s'est déclaré comme des Congolais autres, ce sont des Tutsis rwandais, n'est-ce pas? On les intègre dans les institutions, chaque fois il y a des conventions. Vous voyez ici ce qui a été signé le 9 mars, le 23 mars 2009. C'est la naissance de tout ce que nous avons comme difficulté parce que nous avons été infiltrés avec le Rwandais dans le suivi de renseignement, dans le suivi de sécurité. Vous comprenez, le Rwandais nous espionnait parce qu'ils avaient besoin de contrôler notre mouvement, notre position, afin que nos républiques puissent être pillées. Et cela sur le sang des Congolais. Les problèmes ont été identifiés, les difficultés ont été identifiées. Normalement, la pression qu'on faisait à Kabila, c'est la même pression qu'on a cherché à faire sur Félix Tshisekedi, mais ça n'a pas marché parce que c'est un patriote. Il a compris qu'il s'agit de mon pays, il s'agit de la vie de mon pays. Nous sommes des personnes, on va passer. Et lorsque nous prenons de mauvaises décisions, nous rendons un mauvais service aux générations futures. Tshisekedi a dit non à toute forme de négociation avec les rebelles qui veulent, n'est-ce pas, se moquer de nous parce qu'ils nous ont déjà tués. Et sur le sang de nos frères, que ces rebelles se font de richesses et le Rwanda sort un pays producteur de coltan, de cobalt, n'est-ce pas, dans le marché international. Il y a eu aussi l'hypocrisie de la communauté nationale parce que quelques pays ont de marcher avec le Rwanda, ils travaillent avec le Rwanda pour nous voler, pour nous tuer et nous voler nos richesses parce que le chef de l'État avait même dit dans un sommet que nous avons besoin que tout le monde vienne par la grande porte. S'il a besoin de coltan de la République, vienne signer un contrat avec les Congolais, exploite, n'est-ce pas, en bonne et due forme pour nous éviter la disparition de nos frères parce qu'on en a marre. Alors moi je suis content et je suis de ceux qui soutiennent le processus, n'est-ce pas, ou la position de Félix Tshisekedi. C'est un limite. Nous ne voulons pas. Moi personnellement, ce qui me concerne, les négociations avec les rebelles, ça ne passera jamais. Parce qu'il y a eu des accords et des accords, des accords et des accords, des sommets, des mini-sommets qui n'ont jamais abouti à un résultat. Donc il y a une forme d'hypocrisie qui nous font tourner en rond et nous voulons que le processus entamé par les chefs de l'État, n'est-ce pas, soit une réalité. Nous étions ici soumis à un régime d'assurance international. La RDC n'avait pas la possibilité d'acheter les armes. Vous comprenez? C'est parmi les problèmes très difficiles qui ont amené le Congo à se déclarer un pays faible face à un petit Rwanda comme ça. On n'avait pas d'armes. Notre armée divisée infiltrée. Vous comprenez? Et nous sommes dans la politique de Félix Tshisekedi, une politique très importante des réformes des institutions. Où vous avez vu aujourd'hui, il y a eu beaucoup de remplacements au sein de l'armée. On a outillé l'armée, on a budgétisé aujourd'hui l'armée de la République à un budget parallèle. C'est pour vous dire que ce processus est très important. Et autre chose, nous comptons sur notre armée. Nous comptons sur Wanta parce que vous m'avez posé la question d'identifier le problème d'abord et chercher ce qu'il faut faire. L'état de siège, c'est l'une des solutions. De trois, les forces patriotiques qui se sont engagées pour soutenir les forces loyalistes, très important. C'est un plus. Et puis deux, les processus d'identification des hypocrites congolais qui collaborent avec les mouvements rebelles pour les infiltrer dans notre pays, les faciliter la tâche, ils doivent être arrêtés. Et je demande au chef de l'État, spécialement pour l'armée, on doit autoriser la peine de mort pour que celui qui trahit ce pays soit pendu ou qu'il passe par le fusillade. Je pense que ça pourrait servir de leçon à d'autres officiers qui trahissent le pays du jour le jour. Parce que toute la responsabilité, ce n'est pas seulement sur le chef de l'État. Je pense qu'il y a un groupe de Congolais qui font semblant de nous accompagner, qui font semblant de nous aimer, mais qui conspirent avec les ennemis pour que la souffrance que nous avons à l'Est puisse, n'est-ce pas, être de tous les jours. Mais nous sommes ceux qui soutiennent le chef de l'État, qui soutiennent la FARDC, qui soutiennent tous ceux qui sont avec les Congolais. Et ceux qui dénoncent ce qui se passe à l'ordre de la République, je sais avec l'engagement du chef de l'État, nous sommes d'accord que nous allons plus loin. Alors je demande aux Congolais de faire confiance à Félix Tshisekedi, de continuer à dénoncer ce qui est mal. Et tout celui qui est complice doit être arrêté et le chef de l'État doit faire en sorte que ces gens
puisse être puni, et puni avec une peine capitale. Concluez l'émission en 30 secondes. Votre dernier mot. Le dernier mot, je voudrais les tripartir. Pour le Lualabé, nous soutenons les tickets Fifi Masuka Seyini, parce que c'est les tickets de la continuité, la consolidation des acquis, et c'est l'espoir pour le Lualabé. En ce qui concerne l'ordre de la République, c'est notre problème à tous. Nous soutenons le chef de l'État pour que la paix soit restaurée à l'est de la République. C'est le souci de tout le monde. Et pour finir, nous devons faire confiance au chef de l'État pour son deuxième mandat. Nous devons soutenir, mais moi, je suis de ceux qui pensent que cette constitution doit être bannie. Nous devons envoyer une constitution mise à jour pour ne pas nous mettre dans des difficultés. Mon monsieur s'appelle Mardosen, c'est le président de la Ligue des jeunes du parti politique FIDEC. Il a fait partie chère à Madame Fifi Masuka Saïdi. Il était l'invité spécial de l'émission comme le s'exprime d'aujourd'hui. Je suis William Temo, combattant de la liberté. Madame ici, je vous revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.